qui est très réfractaire au discours trop intellectuel ou trop politique et qui veut vraiment pas seulement vendre face à des ventes de rêves, mais qui veut voir les choses et qui se pose, qui se place face à vous avec des discours qui, là, aujourd'hui, ils sont d'accord avec vous. Pour la plupart, ils sont en train de vous dire « Waouh, quel monsieur génial !» Mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout de ce « Quel monsieur génial !» parce qu'ils ont peur quand ils vous voient vous afficher avec certaines personnalités comme monsieur Billy Binze, même si vous avez fait mouche médiatiquement, mais c'est inquiétant parce que monsieur Oligui fait la même chose que vous en s'affichant et en gardant certains hommes politiques qui ont mis à mal ce pays. Ma question, vous parlez comme un homme d'État, comment vous allez arriver à nous réconcilier avec la politique gabonaise? Comment vous allez arriver à sécuriser votre position en tant que président qui a été élu et qui estime avoir le droit d'au moins approcher ce rêve qui est empêché aujourd'hui par M. Oligui avec tous les chamboulements constitutionnels qu'il est en train de mettre en place? Comment vous allez arriver à faire ça? Parce que vous voyez bien que les seuls soutiens efficaces que vous avez, même si on ne nous le donne pas, ce sont les activistes. Parce qu'au niveau politique, je suis désolé, à part quelques sorties médiatiques, ça ne suffira pas. Comment vous allez arriver à concrétiser cette aura que vous avez, parce que vous l'avez, en quelque chose de réel, pour rentrer dans le processus même de changement institutionnel, conforter justement ces institutions et faire en sorte que s'il y a même élection, vous soyez dans ce jeu de électif et vous soyez au même niveau que M. Oligui dans la capacité de diriger ce pays. Parce que, sincèrement, on a eu tellement d'envie de croire. On a eu M. Ping qui a fait la même chose et il s'est baladé avec ce titre de président élu. C'est pour ça que moi, ce titre est devenu tellement galvaudé que je ne veux même pas l'utiliser parce que vous n'avez pas été constitutionnellement confirmé. Vous avez participé à une élection, mais on n'a pas eu le temps de valider cela que M. Oligui est venu jouer les troubadours. Ça nous a soulagés sur le moment, mais nous, on n'avait pas, on était prêts à tellement de choses. On était prêt à aller dans le maquis, monsieur le professeur Ondossa. Elle a laissé beaucoup de choses de nos propres vies parce qu'on avait tellement soif de liberté. Mais nous n'y sommes toujours pas. Comment vous allez faire pour nous rassurer? Comment vous allez faire pour rendre ce rêve institutionnel réel en vous positionnant sans langue de bois, avec un projet offensif? Parce que le projet politique, vous l'avez. Mais la matérialisation, nous sommes encore dans les points d'interrogation. Vous avez en face de vous un peuple immature, un peuple émotif, un peuple qui a faim et qui est prêt, même s'il croit en vos idées, mais qui ira forcément vers celui qui manque. Et c'est ça notre problème. Comment vous allez arriver à faire cela sans parti politique, tout en vous baladant avec des gens que nous contestons, même s'ils ont les mêmes idées que nous à l'heure actuelle? Ok, je ne sais pas si vous avez résumé, si vous avez cerné ce que j'avais dit. Tout à fait, voilà. Je vous ai cerné, merci. Je vous ai parfaitement cerné. Alors, commençons par un terme, président élu. C'est pas un terme qu'il faut galvauder. Quand est-ce qu'on est président élu et qui est président élu? Une élection a lieu. Dès lors que l'élection a lieu, les résultats sont programmés, soit par le ministère de l'Intérieur, soit par l'institution chargée d'organiser les élections. Dès lors que vous avez notification de cette élection, vous êtes un président élu. Quand est un président élu? Parce qu'il y a un lag, un décalage entre le moment où on est élu et le moment où on entre dans l'exercice du pouvoir. Donc, moi, je me dis
je suis un président élu, puisque j'ai un document justification de mon élection, j'ai un document écrit. Et s'il y a eu cette révolution de palais qu'ils appellent coup d'État, c'est parce qu'Oligui savait. Ceux qui l'ont poussé à le faire savaient que moi j'avais le document, Oligui a le même document, la communauté internationale le même document qui me déclarait vainqueur. Donc, j'ai un acte, un papier qui me déclare vainqueur. Et de ce point de vue, je suis le président élu, mais qui n'est pas en exercice. Je suis exactement dans la même situation que Trump aujourd'hui. Mais maintenant, deuxième préoccupation, vous m'avez comparé, vous dites, si je fais ça, je vais avec Bélévisé, c'est ce que, effectivement, Oligui fait. Non. Ce qu'Oligui fait, il n'y a aucune comparaison. Lui, il a le pouvoir. Et il gère l'État avec les pédigistes. Véreux. Voilà ce qu'il fait. Moi, je ne gère pas l'État. Je suis dans un processus de récupération du pouvoir. Votre comparaison tiendra le jour où vous me prendrez au monde, ça vous avez formé le gouvernement. Donc, tel que vous avez formé le gouvernement, vous y avez mis des prodiges. Là, je suis, effectivement, votre argument tiendra. Pour le moment, il n'en est rien. Alors, la troisième chose, c'est que comment est-ce que je vais réconcilier le peuple gabonais avec la politique? Ça dépend de quelle politique. La politique du PDG, il faut la jeter à la poubelle. Parce que la politique du PDG, la politique signifie le mensonge. Les Gabonais ont en 50 ans eu marre du mensonge. Ça signifie la gabegie, le vol. Les Gabonais ont eu marre du vol. Cela signifie effectivement des passe-droits. Les Gabonais ont marre des passe-droits. Cela veut dire qu'il n'y a aucun mérite. Tout le monde est sujet. Les Gabonais ont marre de cela. Alors, comment réconcilier? À partir du moment où on aura des hommes politiques vrais, on les regarde. Moi, je me suis présenté aux Gabonais. Je n'avais pas un secret. Je leur ai dit, je suis Ondosa. J'ai été ministre pendant 3 ans. Je n'ai jamais pris un seul sou public. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Et voilà mon programme. C'est ça, Ondosa. Mais pour arriver là, c'est le fruit de 1000 sacrifices. Tout le monde n'a pas ce comportement. Mais c'est une affaire d'éthique. C'est une affaire d'éducation. C'est une affaire de positionnement spirituel et matériel. Alors à partir de ce moment-là, comment je vais faire? C'est prêcher par l'exemple. Je l'ai prouvé dans le temps. J'ai organisé le baccalauréat. Je mets quiconque au défi, je n'ai jamais donné de nom. Les mêmes qui mettaient des épreuves à mon mouet. C'est les mêmes que j'ai gardés, je n'ai jamais enlevé personne. Et ces mêmes-là m'ont produit le baccalauréat Ondosa. J'ai passé plus de 40 ans à l'université. Pas de scandale de filles. Jamais je n'ai entendu dire qu'Ondosa m'a donné une note parce que je suis de tel coin, parce que je suis du sud, parce que je suis fan, parce que je suis de ceci. Pour moi, les étudiants, je ne connaissais même pas d'où ils viennent. C'est par la pratique. Eh bien, et quand j'étais à l'université, les étudiants, il y en a qui me combattaient, lui, il se prend pour qui celui-là. Pourquoi il est comme ça? Il est orgueilleux, il est teigneux, et tout ça, et tout ça. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par mes mains, je leur disais toujours, je préfère les amis potentiels que les amis du moment. Tous. Quand ils me saluent avec déférence. Alors donc, précisément, c'est vous dire que des interrogations, je les comprends. Mais nous aurons le temps. Si nous cheminons ensemble, jugez-moi par les actes que je pose. Jugez-moi parce que je donne, parce que un discours sans acte, c'est un discours faux. Jugez-moi, prenez-moi, effectivement, à défaut. Ondosa, tu as dit ça, mais tu fais ça. Ondosa, tu as dit ça, mais tu fais ça. Ensuite, comment sécuriser ma position? La première sécurité, c'est vous. C'est le peuple gabonais.
Moi, je n'ai pas d'armes. Je suis là. Je dis ce que je veux parce que je ne dois rien à personne. Je ne traîne pas des casseroles. Ça, c'est la première sécurité. Je ne traîne aucune casserole. Je ne dois rien à personne. Deuxième sécurité, c'est le peuple gabonais qui me soutient. J'expose des idées dès que le peuple est avec moi. Eh ben, je dirais ce qu'on dit à l'église. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si j'ai le peuple gabonais, si j'ai la jeunesse gabonaise avec moi, je ne crains rien. Maintenant, il y a autre chose. Ça semble être la fiction, mais c'est pas de la fiction. C'est que Ondous, rendu à ce niveau-là, assurément, je dis bien assurément, des gens qui le soutiennent, des amis extérieurs qui le soutiennent. Ne mettez pas cela en doute. Donc le problème de ma sécurité ne se pose ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je connais la part de ma sécurité qui m'incombe et j'y veille. Le reste, c'est que vous pouvez être assuré que Ondosa, dès lors que l'ordre républicain reviendra, aura les moyens d'être là et de survivre. Alors, j'ai terminé effectivement en disant que, en parlant du peuple, et tout en parlant du peuple, je voudrais parler également, vous avez abordé le parti politique. Et c'est là que je vous dirais, chers amis, qu'il y a une évolution dans le temps. Les partis politiques ont eu leur temps dans les pays industrialisés. Les partis politiques, aujourd'hui, n'ont plus leur sens. Et vous voyez des présidents qui arrivent au pouvoir sans parti politique. Ça a été le cas de Macron. Ça a été le cas du Béninois, des deux Béninois d'ailleurs, celui en poste et celui qui l'a remplacé. Il n'avait pas de parti politique. Yahi Boni. Le micro. Attends, tu as coupé le micro? Pardon, désolé. Il n'avait pas de parti politique. C'est de vous dire que si j'ai atteint ce résultat sans parti politique, pourquoi devrais-je m'embarrasser des partis politiques? Et je vous le dis très clairement parce que c'est des lourdeurs terribles. Moi, vous avez un parti politique, il faut le nourrir. Il faut nourrir les gens qui sont à votre porte tous les jours. Or moi, je suis un dispenseur des idées. J'émets des idées. Un producteur d'idées. Et ce sont les idées qui développent un pays. Maintenant, la dernière préoccupation, c'est par rapport à notre peuple. Un peuple immature, un peuple peureux, un peuple réfractaire. J'en conviens. Mais malheureusement, c'est notre peuple. Et quand vous êtes leader d'un tel peuple, c'est à vous de faire l'effort pour l'éduquer. Voilà pourquoi je suis venu à vous, vous les jeunes. Voilà pourquoi je suis prêt à aller où on m'appellera pour m'expliquer, pour expliquer. J'ai passé toute ma vie à éduquer. Et là, ça m'amuse. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais Ondousa, il a déjà prouvé quoi? Des générations et des générations d'étudiants sont passés par mes mains. C'est ça mon boulot. Donc, je suis prêt à aller affronter n'importe qui pour expliquer de manière très très simple ce que j'ai envie de faire. Quel est mon programme? Il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui vont effectivement critiquer. C'est ça aussi la démocratie. Je dois le souffrir. Je ne suis pas Dieu le Père, non, il faudrait qu'on me critique. Et ces critiques-là, je dois prendre à profit ces critiques pour corriger les tirs. Voilà, je prends acte de toutes les observations qui m'ont été faites pour dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Lorsque je vous demande de me faire confiance, je vous demande de me suivre et de me contrôler, de me juger par les actes, de dénoncer ce que je fais en mal. Je vais me corriger. Parce qu'après tout, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas pour moi. J'ai eu tous les plaisirs de la vie. C'est pour vous, les jeunes. C'est pour vous, les moins jeunes. C'est pour nos petits-enfants. C'est pour le Gabon de demain. À partir de ce moment-là, je suis très attentif aux observations, aux questions que vous me posez. Je peux m'arrêter là pour vous, madame. Merci beaucoup, monsieur le professeur Ondousa. C'est vraiment
C'est ce que j'attendais de vous. Déjà, je suis en phase avec vous. Déjà, tout simplement parce que vous avez participé à l'instruction des Gabonais. Donc rien que ça, vous avez ma voix et le plus grand des respects. Et j'ose espérer que le rêve que vous nous vendez ce soir soit un rêve qui se réalisera. Vous avez tout mon soutien parce que j'ai mouillé le maillot, parce que je crois en l'excellence. Je crois en l'excellence, pas au beau discours, mais à l'excellence. Et vous avez montré cette excellence-là et vous avez créé quelque chose que nous avions plus vu depuis un bon moment. Et c'est ce qui a réveillé la ferveur populaire. Et j'ose espérer que notre peuple soit conscient de ça et ne se limite pas à la force de phrases militaires en pensant que ce n'est que ça qui va faire évoluer ce pays. Pour l'instant, on n'a rien à part ce coup d'éclat qui s'est vendu comme un beau rêve. Et vraiment, moi personnellement, vous avez tout mon soutien. Et j'attends plus parce que malheureusement, on a tellement eu à suivre des gens et on devient maintenant trop exigeant et peut-être des fois même injuste. Donc, faut nous pardonner des fois notre maladresse, mais moi, personnellement, vous avez tout mon soutien et c'est pour ça que je suis montée dans ce forum parce que je voulais vraiment avoir cet échange avec vous. Je suis rassurée, je ne sors pas de là vide de sens. Continuez dans cet élan-là, mais faites attention avec les personnes avec qui vous affichez parce que faut prendre aussi conscience que nous sommes fragiles, nous avons trop souffert. Et il y a certaines images qui, malheureusement, quelles que soient les explications, ne passeront pas facilement. En l'occurrence, balader avec monsieur Billy Binzé et consorts. Voilà, merci beaucoup et encore bonne année à vous et à vos proches. Merci beaucoup, madame, merci. Ok, je vais donner la parole à Tata Huguette. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur. Soyons un peu plus concis, hein. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Du moins, je vous présente mes meilleurs vœux 2025. Alors, j'ai des questions d'abord d'ordre financier et surtout économique. Vous êtes un homme de prédilection, donc des chiffres. Par contre, ma première question concerne justement votre domaine de prédilection. Alors, elle dit ceci. L'actualité récente au Gabon a été marquée par les suspensions de décaissement pour cause d'arriérés impayés auprès donc de la Banque mondiale et de la BAD. À cet effet, que pensez-vous par rapport aux propriétés, par rapport aux stratégies que devrait justement prendre l'État gabonais vis-à-vis donc de nos partenaires techniques et financiers extérieurs? Ça, c'est ma première question. Elle est à deux volets. Et également, je parle au professeur donc d'économie ce soir. Donc, je voudrais vous demander, sans vous influencer, quelle est la note que vous attribueriez donc au ministre de l'économie partant, donc monsieur Maïs Moussi, qui a été reconverti donc dans un autre domaine ministériel, surtout en tenant compte justement donc du bilan de ses prédécesseurs. Hein. Donc voilà, il faudrait tenir compte de ça. Ça c'est ma première question à deux volets. La deuxième question, elle concerne donc justement la situation de la loi électorale. Elle nous apprend aujourd'hui, donc par le quotidien et Sonapresse, que les magistrats, et en particulier les militaires, ont la capacité de devenir éligibles à la future présidentielle à venir de mars 2025. Sachant que la responsabilité d'abord des hommes de loi au Gabon et des femmes qui incarnent cette institution est celle de contrôler l'action de l'État et également de la sanctionner. Maintenant, je parle aujourd'hui à l'homme politique. Quel augure, selon vous, ce melting pot à l'horizon de la future élection présidentielle de 2025, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, et elle vous a été posée donc justement lors d'une de vos dernières interventions dans un média international dont je vais m'abstenir de faire la publicité ce soir, sur une supposée somme de 10 milliards qui vous aurait, je parle au conditionnel bien sûr, qui vous aurait été remise donc par le général président ou certainement son entourage. Hein. Donc, je voudrais quand même essayer de lever l'équivoque. J'ai vu que vous avez volontairement souhaité ne pas épiloguer là-dessus, mais là, vous jouez à domicile. Nous sommes des Gabonais et il en va également de votre crédibilité en tant que dernier candidat à l'élection précédente et peut-être, pourquoi pas, potentiel futur candidat à l'élection. Donc,
Je n'étais pas là, donc s'il a répondu, malheureusement, je n'étais pas là. Donc, ma dernière question concerne donc la situation de Monsieur Mike Jobtan, qui a été justement membre de la plateforme Alternance 2023, et de Monsieur Terence Niembo. Un an plus tard, que pensez-vous de l'arrestation dont ils ont fait l'objet d'une condamnation, vous en tant que candidat qui avait été justement élu et collaborateur donc de ces deux personnes, arrêtées justement au soir de l'arrivée des militaires? Est-ce que vous avez été d'accord avec cette disposition donc de la part du nouveau système en place? Est-ce que cela a été juste? Quels sont aujourd'hui quels sont aujourd'hui, comment vais-je dire, quel climat entretenez-vous ou quels échanges avez-vous aujourd'hui, que ce soit avec M. Terence ou avec M. Mike Jobtan? Je vous remercie et je ferme mon micro. Bien. Je commencerai par remercier Tata Huguette pour les vœux qu'elle m'a présentés en retour, tous mes vœux de santé, de prospérité, et vous rassurer que vous faites un travail remarquable et que ce travail-là, les générations futures vous en seront assurément reconnaissantes. Alors, la première question est économique et à deux volets. La suspension des déclassements. Quelle est la stratégie de l'État gabonais? Je ne suis pas l'État gabonais. Je ne sais pas quelle est la stratégie. Je sais qu'il existe des politiques de désendettement. Ça existe, la mise en place des politiques de désendettement. Je suis moi-même dans le passé intervenu dans les pays qui avaient de tels problèmes et intervenu en tant qu'expert, où on m'a demandé mon avis et que j'ai donné. J'ai travaillé pour demander mon avis et ces pays-là sont sortis fort heureusement de cette situation. Alors, quand les décaissements sont suspendus, il faudrait aller plus loin. Un État sous-développé qui plus est, n'a pas tous les moyens disponibles pour mettre en œuvre sa politique. Un État est amené à emprunter et tous les États sont endettés. Sauf que il faut avoir un portefeuille qui puisse supporter votre endettement. Alors, quelle stratégie pour l'État gabonais? Lorsque vous êtes endetté, le Fonds monétaire estime, les institutions internationales, que cela veut dire que vous consommez plus que vous ne produisez. Si la consommation est supérieure à la production, vous produisez 4 paquets de manioc et vous en mangez 10. Il faudrait amener votre consommation à la mesure de votre production. L'action est double. 1. Vous réduisez tout ce qui est inutile et vous augmentez la production, ce qui permet de revenir à l'équilibre. C'est toujours les mêmes procédés. Mais est-ce que nous sommes capables de réduire l'absorption interne? J'ai suivi le gouvernement aujourd'hui. Il y a combien de membres d'un gouvernement? Pour un petit État comme le nôtre, aller au-delà de 25, c'est une catastrophe. Et nous, on fait de la politique. On ne sait pas que il faut sortir l'argent de quelque part. Et pour le sortir, il faut déjà produire. Vous êtes aux États-Unis. Vous voyez le rythme des Américains. Vous voyez ce qu'ils produisent. Et ils consomment majoritairement ce qu'ils produisent. C'est quand on est à un certain niveau qu'on peut se dire, bon, je veux plus manger des pizzas ou je ne veux plus manger effectivement des hot dogs et autres. Je peux, effectivement, mon revenu me permet de manger donc autre chose. Alors, ce qui veut dire que un État se gère comme une famille. Malheureusement,
nous avons des autorités qui ne connaissent pas le fonctionnement normal d'un État. Ils pensent on n'a qu'une fonction à conjuguer, la fonction dépense. Mais pour dépenser, il faut d'abord produire. À partir de ce moment-là, tout est fou chez eux. Quelle note je donne à l'ancien ministre de l'économie? Mais la note que je donne, ce n'est pas seulement au ministre de l'économie. Normalement, le ministre de l'économie dépend du ministre des Finances, qui lui-même dépend du président. Donc, quand le ministre de l'économie a fouté, c'est le président qui a fouté. 2 sur 20. On peut applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir? Tambour, le monde est tambour. Maïs, 2 sur 20. 2 sur 20. Et je me mute. La loi électorale. Cette loi électorale, qu'est-ce qu'une loi? Comment élabore-t-on une loi? Il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir exécutif n'est pas décrété. Le pouvoir législatif n'est pas décrété. Une loi qui repose sur un pouvoir exécutif décrété n'en est pas une. Une loi qui repose sur un pouvoir législatif décrété n'en est pas une. Une loi qui repose sur un pouvoir judiciaire aux ordres n'en est pas une. Si nous voulons avancer, commençons par mettre les choses dans l'ordre. 1. Un président élu. 2. Une assemblée nationale élue. Un parlement élu, c'est-à-dire élection législative et élection locale. Et enfin, un pouvoir judiciaire qui est libre, qui rend des décisions de justice. Et quand tout est fait dans les normes, c'est huilé. Et les gens ne se rendent pas compte des implications de cela. Quelle entreprise voulez-vous qui s'installe au Gabon? Quelle entreprise américaine sérieuse va venir au Gabon quand on sait que on ne garantit pas la propriété privée? Quelle entreprise? Ils ont des éléments pour savoir. Et le Gabon est un pays à risque. Qui va investir dans un pays risqué? Risque suprême, risque 8. Personne. Alors, donc, pratiquement, la loi électorale n'en est pas une. Ce n'est pas une loi. Une loi ne s'impose pas de force à une population, non. C'est la loi part de la population, du consentement de la population, par ses représentants que sont effectivement et l'exécutif et le législatif, laissant le soin au législatif de pouvoir sanctionner l'exécutif. C'est comme ça que ça marche. Alors, nous, on a quelqu'un qui prend ses copains et ses coquins, les enferme dans une salle et dit, vous me sortez ça. Et c'est une loi qui s'impose à tout le monde. Moi, elle ne s'impose pas à moi. À partir de ce moment-là, le combat que nous devons mener, c'est faire en sorte que cette loi électorale ne s'impose pas. Il faut arrêter ça. C'est ma position. Alors, vous dites, maintenant passons effectivement au supposé somme de 10 milliards. J'ai fait une intervention et j'ai demandé, et je n'ai jamais eu de retour, qu'il y ait des témoignages sur les 10 milliards que j'aurais reçus, soit d'Oligui, soit d'Ali Bongo. C'est facile. Quand on a les médias d'État, quand on paye effectivement une certaine cellule de la présidence pour qu'elle divulgue le faux, pour me ramener au nosa, moi je me tais. C'est à eux de faire la preuve de cela parce qu'il y a en droit une présomption de culpabilité, une présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption de culpabilité. Que ceux qui passent par les tours de passe-passe, passent par la commission logée à la présidence, qui envoie des messages partout,
qui passe par des machines où on envoie des messages partout, qu'ils témoignent. J'attends les témoignages. J'attends. J'ai dit que je n'ai jamais reçu de l'argent. Mais le vrai problème, c'est que, bon, les gens vous disent, bon, ils n'écoutent pas. Parce qu'il faut absolument vous enfoncer. Moi, on ne m'enfonce pas, ils s'enfoncent eux-mêmes. Moi, on ne m'enfonce pas. Pourquoi? Parce que je sais que le peuple est derrière moi. Parce que je sais que je dis vrai. Parce que je sais que je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit. C'est tout. Donc, on va revenir sur les mêmes choses. Non, je réponds clairement. Et bien sûr que on va scier sur l'avant-scier, mais c'est pas moi qui le scie. Moi, je suis droit dans mes bottes. Et ici, sur la branche sur laquelle ils sont assis. Ils ont la chance de voir en face d'eux un chrétien pratiquant. Parce que moi, les dossiers que je suis sur les uns et les autres, si j'ouvre ma bouche, ce sera la catastrophe. Qu'ils fassent quand même attention. J'ai passé toute ma vie, dans les 3 ans que j'ai passé au gouvernement, à travailler sur les budgets du Gabon depuis 1960. Je sais qui a fait quoi. Et lorsque le président Bongo l'a su, il a mis à ma disposition un certain nombre de dossiers que j'ai dans un coffre. Alors, à partir de ce moment, dans un coffre, pas chez moi, on peut venir dévaliser chez moi, c'est pas ici. Alors, donc, il faut quand même que les gens fassent attention, c'est pas parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne rentre pas dans la poussière et quelqu'un qui dit qu'il faut laisser les basses choses mourir d'elles-mêmes. Pour le moment, je me tais. Nous avons au sommet de cet état des gens sales et très sales. Je me contenterai de juste, je me limiterai à dire ça. Alors, qu'on ne provoque pas les gens qui ne vous cherchent pas les problèmes. Ce n'est pas par là. Tant que je suis en accord avec le peuple gabonais, tant que je ne défends pas mes petits intérêts à moi, je suis en accord avec ma conscience. Maintenant, passons à Mac Jordan et à Terence Niemou Moussoul. Je n'ai aucun problème avec eux. Nous sommes en contact, nous nous parlons, nous nous sommes souhaités dernièrement les vœux et je suis en contact avec eux. Je n'ai aucun problème. Je pense que moi, je ne peux pas aller au fond des choses. Ce que je dis, c'était une injustice flagrante. S'il n'y avait pas eu d'injustice, ça ne se serait pas terminé par un non-lieu. J'ai le jugement dans mon tiroir. C'était un non-lieu. Pourtant, on avait tout pour les acculer. Et de ce point de vue, par rapport à la relaxe et au non-lieu, c'est une injustice flagrante. Ça fait partie des grosses injustices qui sont à réparer dans ce pays. Entre ce que les gens racontent et ce qui est, c'est autre chose. Je gagne les élections. Il est tout à fait normal que le président qui a été désigné comme facilitateur des problèmes du Gabon, que je cherche à aller le voir pour lui donner effectivement ma version des choses. Il devait arriver en Guinée équatoriale. Deuxièmement, moi je n'ai jamais écrit de lettres. Je le dis. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui. Je n'ai jamais écrit de lettres. Je pouvais écrire des lettres. Et par ailleurs, j'ai fait un témoignage oral. Je n'ai jamais écrit de lettres. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont passés par la présidence. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas en discuter. Mais je sais que c'était une mission saine qui n'avait rien à voir avec ce dont on les a accusés. C'est tout ce que je peux dire par là. Et j'ai dit, je mets quiconque au défi. La preuve, c'est parti comme c'est venu. Ils ont été relaxés. Je ne pense pas que de ma chère le professeur, je suis allé soudoyer les magistrats, ou que c'est moi qui ai donné un ordre pour qu'on les relâche. Le juge d'instruction est rentré, a fouillé, il n'y a rien, j'ai le jugement. Alors à partir de ce moment-là, il faut que
on ne s'attarde pas sur les belles choses parce que ça nous empêche d'avancer. J'ai un problème aujourd'hui que je pose de manière objective. J'ai le document qui prouve que j'ai gagné l'élection. Je n'ai pas le droit de réclamer. Je n'en ai pas le droit. Ping a passé 365 sur multiplié par 7 à réclamer sa victoire. Moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai même pas eu le temps. Parce que je m'appelle Ondosa. Pourquoi? Parce que je m'appelle Ondosa. Parce que je n'appartiens à aucune confrérie. Parce que quoi? Mais non. Soyons un tout petit peu sérieux. Il y a des questions de fond qui se présentent. Maintenant, bon, les gens qui pensent qu'ils vont me noyer en inventant telle ou telle chose. Oui, non, qu'à inventer. Je suis là, disposé. Mais tant que je suis en accord avec le peuple gabonais, rien, je dis bien rien, ne m'arrivera. Parce que Dieu va évincer tout cela. Je ne dois rien à personne. Je n'ai rien fait de mal. Est-ce qu'un mal de se présenter à une élection et de la gagner? C'est un mal. Ceux qui ont envie de conserver le pouvoir, ben, ça c'est leur droit aussi. C'est le droit de la démocratie. Mais on ne conserve pas de force. Il faut passer devant les urnes. Voilà ce que je dis et je pense que Tata Huguette fait bien de revenir sur toutes ces questions qui préoccupent les Gabonais ou qui sont des petits écueils sur lesquels effectivement, les gens fous, véreux, s'appuient pour essayer de noircir Ondosa. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas mécaniquement qu'on va le noircir. Ondosa sera noirci s'il pose des actes répréhensibles qui font en sorte qu'il soit noirci. Mais tant que je suis sur le droit chemin, droit dans mes bottes, on ne pourra pas me noircir. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi je laisse dire et je laisse faire. Et je continue mon bonhomme de chemin car il est important que le Gabon se relève en cette année 2025. On ne doit plus être dans le flou. Le flou doit disparaître. Les militaires à la caserne et on doit ça au pouvoir. C'est ce qui doit arriver et c'est ce qui va arriver. Je vous remercie. Exactement. Merci. Je vais clore donc mon intervention pour laisser la place à d'autres intervenants. Le Gabon s'est rendu à Yaoundé. C'est la panique totale, léthargie auprès de l'institution sous-régionale bancaire. Le Gabon, tous les pays de la CEMAC sur la sellette. Est-ce que vous pensez que, à l'aube justement des interpellations donc des organisations financières internationales telles que Fitch Ratings et j'en passe, le Gabon va vraiment passer par une très grande crise économique? Peut-être ce n'est pas la responsabilité exclusive du Gabon, mais justement du comportement des invols donc des États de l'Afrique centrale. Est-ce que finalement les jours ou les lendemains sont beaucoup plus inquiétants qu'auparavant? Parce que nous avons quand même un général qui se dit en enlevant le treillis, il pourra devenir éligible auprès donc de nos partenaires stratégiques internationaux. Mais par rapport à la situation justement de la crise de notre banque sous-régionale, je parle ce soir au professeur d'économie, à un homme des finances. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer? Et est-ce que le général vous appelle souvent pour effectivement prendre conseil à vos côtés en tant que consultant? Parce que moi, j'estime que vous avez votre place dans le débat du pays, puisque la crise, elle est économique, elle est également financière. Donc, voilà, je ferme ma question sur ces deux volets. Merci et bonne soirée à vous. Bien, merci Tata Huguette. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Le Gabon, il y a eu une réunion À Yaoundé, à laquelle prenait part la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque des États d'Afrique centrale et effectivement certains représentants de la France. et les chefs d'État. C'est une conférence pour sommet, les chefs d'État nationaux. En fait, On pensait que la situation du Congo, c'est elle qui était préoccupante. mais c'est la situation du Gabon qui a été plus préoccupante. Et on a posé Que tous les pays qui n'étaient pas sous ajustement
soit des pays sous ajustement. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour donner une image simple, quand un pays rentre en ajustement, ça veut dire que c'est exactement comme si le banquier reprend votre carte de crédit. Et c'est lui qui gère votre carte de crédit. Ainsi, quand vous allez acheter du pain et que vous avez besoin de carte de crédit, vous me dites, vous lui demandez la permission, est-ce que je peux acheter 10 pains? Il dit non, pas 10 pains, 5 pains. Pourquoi? Parce que votre carte de crédit, c'est le banquier qui vous donne de l'argent. Mhm. Donc, le Gabon est mis sous ajustement. Et quand un pays est mis sous ajustement, c'est là, ainsi que je l'expliquais, qu'il doit passer par une lettre d'intention qui n'est signée que par le Premier ministre ou le Président de la République. Après cette lettre d'intention, la lettre d'intention doit être accompagnée des mesures préliminaires. Parce que le Fonds monétaire se dit, les institutions internationales se disent, si vous êtes endetté, c'est que vous consommez plus que vous ne produisez. Il faut donc, rembourser les dettes. C'est ça à quoi sert le Fonds monétaire international. Et dès lors que vous dites comment vous allez réduire votre absorption interne, c'est-à-dire ce que vous consommez, c'est ce que font les banquiers quand vous allez les voir. Vous gagnez 200 000, mais vous dépensez pour 600 000. Il dit non, c'est pas possible. Ramenez vos dépenses à la mesure de votre revenu. Donc, on vous demande d'aller réfléchir pour dire comment vous passez de 600 000 à 200 000 francs de dépenses. C'est effectivement le programme que vous mettez en œuvre. Dès lors qu'ils sont d'accord, on signe ce qu'on appelle un accord de confirmation qui vous ouvre droit au crédit stand-by. C'est-à-dire, comme la BGD faisait dans le temps, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, on vous donne un peu d'argent pour que vous le fassiez, mais on vient voir. La manière, c'est ça des revues à mi-parcours, dont vous dépensez cet argent. Nous en sommes là. Le Gabon est rentré sous ajustement alors que nous n'étions pas sous ajustement. Quelles implications? Ça veut dire que le CTRI et tous ces chantiers, il faut arrêter tout ça. Ça veut dire qu'aucun financement ne viendra plus de l'extérieur. Ça veut dire que les avances qu'on vous faisait n'existent plus. C'est ce que ça signifie. En quelque sorte, c'est une catastrophe. Compris ainsi, c'est une catastrophe. Donc voilà un peu ce qui se passe à ce niveau. Maintenant, dès lors qu'on est sous ajustement, c'est une catastrophe. Il faut que nous ayons la possibilité de mettre en place un programme de stabilisation. Nous n'avons même pas commencé parce que nous traînons. Nous avons d'autres priorités. Il faut aller aux élections. Il faut qu'Oligui soit président. Alors que, véritablement, nous sommes dans une situation très, très compliquée. Et ça m'amuse quand on parle d'élections. Avec quoi Oligui va financer les élections? Il trouvera l'argent où? Avec quoi il va continuer ces ponts et routes en béton? Il va trouver l'argent où? Il a certainement l'argent, oui, personnel. Mais ce n'est pas ça un État. Un État qui ne réussit même pas à assurer ses dépenses courantes. Comment l'État va rembourser ses dettes? Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Dans une telle situation, nous n'avons qu'une chose à faire. Absolument. C'est plus simple. C'est que les militaires gagnent. Et moi, dans ce cas-là, la première chose qu'on leur présente, c'est un programme de stabilisation au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et ensuite, un programme de refinancement, de restructuration de notre économie. Et on y met un temps. Parce que tout programme est assorti de temps. En 2 ou 3 ans, est-ce qu'on peut stabiliser? Nous avons un autre problème. Des petits problèmes que j'évoque comme cela en désordre, c'est que nous avons une masse salariale.
La masse salariale doit être à 35% des recettes fiscales. Nous sommes entre 65 et 70%. Il faut réduire. Alors là, on dit, on prend les militaires à gauche, on prend ceci à gauche, on prend ça. Parce que pour eux, l'État n'a pas des ressources non tarissables. C'est un État, c'est comme une famille. Votre salaire, à la limite, quel que soit votre salaire, vous ne pouvez pas dépenser à ne plus en finir. Alors à partir de ce moment-là, il faut que nous ayons des dirigeants vertueux, crédibles. Et quand ils sont crédibles, ils s'entendront avec la communauté internationale qui va nous ouvrir les vannes et nous donnera les moyens de pouvoir assurer non seulement notre fonctionnement, mais notre investissement. Et c'est cet investissement qui attirera les investisseurs extérieurs de manière à résorber le chômage qui frappe majoritairement les jeunes. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc la situation est vraiment très, très catastrophique. Mais ces alertes-là, on les tait, personne n'en parle. On fait semblant, on se dit nous sommes là, on gonfle les épaules, mais ce n'est pas un problème d'épaule. Non, ce n'est pas la peine de se gonfler, on n'est pas alarmé. Non, l'économie c'est pas l'armée. Alors, et puis il leur manque de modestie. Quand on ne connaît pas, on dit qu'on ne connaît pas. Bon, alors, mais ce qu'ils attendent, c'est qu'on doit sa langue pendant à leur dire je suis là. Non, je ne suis pas là. Non, c'est un problème de marché. Offre et demande. Donc, maintenant, il y a des économistes par le monde qui n'ont qu'à partir. Mais je leur dis que là, ils ont intérêt. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Mais je sais, je vois. Il faut pas croire que les institutions internationales interviennent au hasard. Que des institutions apparemment différentes disent la même chose et s'accordent au même moment. Si on n'a pas le flair pour reconnaître que là, il y a un problème, c'est que c'est très très grave pour notre pays. Voilà les éléments que je peux vous donner. Mais je dis que la situation n'est pas fatale. Si Ondos est au pouvoir demain, même demain matin, vous verrez que la situation va changer en moins d'une semaine. Voilà ce que je dis. Très bien. Je vais passer la parole. On va faire l'effort vraiment d'être très réduit, très court sur les questions. On ne va pas garder le professeur plus longtemps que ça. Il est 23h51. Donc, rapidement, je donne la parole à Onero, Bob le Fou. Merci beaucoup, princesse, et bonsoir à mon grand frère. Waouh, mon ami personnel. Comment? Bonne année, mon président. Santé d'abord, et vraiment, je suis en train de déguster, de m'abreuver de vos belles paroles, et on voit un projet clair. Quand on a quelqu'un à une trajectoire, on sent la trajectoire, et c'est cette trajectoire que nous avons votée d'ailleurs en 2023. Et c'est dommage que j'ai un petit frère qui n'écoute pas à me conseiller depuis un an. Ah, il ne veut pas m'écouter. C'est vraiment dommage, parce que ceux qui sont en train de pousser vraiment Brice Clotaire Oligui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de mener le Gabon, mais vraiment dans quelque chose qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'on a fêté la libération, entre guillemets, mais ils sont en train de nous pousser à aller pire que ça, parce que on dirait qu'il est en train de vouloir s'imposer. On dirait qu'il est en train de forcer une élection. Et ça va très très grave. Les gens ne sont pas encore conscients dans le chemin dans lequel on veut nous mener. Parce que aujourd'hui, il y a une loi électorale par des personnes qui ont été nommées qui disent qu'ils peuvent maintenant se présenter, mais ils oublient que l'Union africaine dit clairement que ceux qui ont fait le coup d'État, pas les militaires seulement, mais ceux qui ont fait un coup d'État n'ont pas le droit de se présenter à une élection. Ils n'ont pas le droit d'être aux commandes. Ils le savent. La loi est écrite. La loi est écrite, et beaucoup, j'entends dire aujourd'hui, c'est bon, la loi électorale a changé, les militaires peuvent maintenant se présenter, donc Oligui peut être candidat. Non. Certains disent également, non, il va enlever ses habits de militaire, il sera candidat. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc la question, parce que là, la question, professeur, on sait comment ces gens-là ont l'habitude de forcer les choses. On peut avoir des beaux projets. Qu'est-ce qu'on fait demain s'ils forcent?
Qu'est-ce qu'on fait demain s'il nous impose une élection? Qu'est-ce qu'on fait demain s'il s'impose en tant que candidat? Parce que le chemin et les warnings sont là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait, président, mon grand frère président? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ma question. Très, très belle question. Je commencerai par dire que, donner les vents en retour et dire que quelqu'un m'a dit, est-ce que vous avez suivi vous dites que Bob, un ami, Bob le fou, c'est votre ami. Je dis oui. Est-ce que vous l'avez suivi? Il vous a critiqué parce qu'il a dit qu'il ne comprend pas que vous vous mettiez avec Billy et tout ça. Et la réponse que j'ai donnée, c'est que on est des amis pour qu'ils vous disent la vérité. On n'a pas des amis pour qu'ils vous caressent dans le sens du poil. Si Bob le fou a dit ça, il a ses raisons. Et c'est moi qui écouter les raisons et avance. Exactement. Donc, reprenez ce qu'il a dit, ramenez-moi ses raisons et je vais me pencher dessus de manière sérieuse pour savoir les arguments qu'il a avancés. Donc, je te félicite pour m'avoir critiqué. Merci beaucoup. Ensuite, te rassurer que pour te dire que je suis pas, je l'ai déjà dit ici, je suis pas Dieu le Père. Je peux me tromper. Et je me trompe bien, même souvent. Mais c'est vos critiques qui me permettent de trouver le chemin. Le vrai chemin. Parce qu'aussi, on peut balbutier, ou on peut penser être dans le vrai alors qu'on est dans le faux. Mais j'ajoute que par rapport à la description que vous venez de faire, la situation du Gabon est telle aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans une bulle. Ils sont dans une bulle. Or, la bulle n'a qu'une finalité, c'est éclater. Elle éclatera et leur éclatera au visage. Qu'est-ce qu'on fait s'ils persistent? Il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire, un temps pour observer, un temps pour analyser. J'ai dit que je ne me mêlais pas de ce qu'ils font. Ils ont dit, ils font le référendum. J'ai dit, je ne m'en mêle pas. Allez-y, je vais voir. Et puis, les gens sont venus à moi pour me dire, mais professeur, on peut pas, qu'est-ce que vous nous conseillez? Bien sûr, vous ne voulez pas vous mêler des affaires de faux du CTRI, mais qu'est-ce que vous nous conseillez? J'ai parlé un seul jour avant. Et les résultats, nous les connaissons tous. Les résultats de France, je l'ai dit, c'est véritablement un échantillon grandeur nature. C'est ce qui s'est passé dans le reste du pays, aussi bien en ce qui concerne l'abstention, 74% en France, 70% au Gabon. Qu'en ce qui concerne les résultats réels, 55% en France de non et 55% de non au Gabon. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Oligui a des vrais résultats. Il a les vrais résultats des élections présidentielles. Mais les gens le poussent. Ah, on s'en fout, on avance. Ouais, bien. Ensuite, il a organisé le référendum. Il a les vrais résultats. Oh, on avance. Maintenant, on a commencé par couper tout. Par couper tout. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne s'arrêtera pas là. Il va se retrouver bientôt dans une situation où il ne pourra même plus payer qui que ce soit. Les trafics qu'on fait, aller arnaquer des entreprises pour qu'elles se tube de salaire, ça va s'arrêter. Parce que les entreprises elles-mêmes n'en peuvent plus. Elles sont exsangues. On traficote, il y a un moment où on finit par s'arrêter. Maintenant, nous sommes, pour ma part, à la période de sensibilisation. Sensibiliser le peuple, sensibiliser les jeunes. Et ce que vous faites, vous qui êtes à l'extérieur, je vous l'ai déjà dit de vive voix, c'est extraordinaire. Continuez. Ne vous lassez pas. C'est cette constatation qui fera en sorte que le moment venu, lorsque Albert Odossa donnera un petit mot d'ordre, cet ordre sera exécuté. Et le Gabon retrouvera ses marques pour un retour rapide à l'ordre républicain. Et puis deuxièmement,
Moi, mon cher ami, je suis chrétien. Vous parlez à votre frère une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand on a demandé au Seigneur combien de fois? 77 fois 77. 77 fois 7 fois. Ce qui veut dire en termes clairs que, mon ami Bob, puisque c'est votre petit frère, ne vous lassez pas de lui parler. Continuez à lui envoyer des messages. Et, nul doute, à un moment ou à un autre, lui-même se rendra compte que ce qui l'amène à cela le pousse vraiment dans le précipice. N'arrêtez pas de sensibiliser. Et le boulot que vous faites est extraordinaire. Quelles que soient les turpitudes de notre peuple, vous représentez beaucoup pour notre démocratie. Vous l'avez entre les mains et ne vous lassez pas. Si vous ne lâchez pas, je ne lâche pas. Et vous d'un côté, et moi de l'autre, pas seul, avec tous les autres, nous vaincrons. La démocratie prévaudra dans notre pays. Les militaires à la caserne, l'ordre républicain régnera. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Si tu permets que je pose rapidement pour libérer le professeur, s'il te plaît. Rapidement. Oui. Merci à nouveau, professeur, pour mon deuxième passage concernant ces questions. Et en fait, je vais un peu aborder là mon prédécesseur, mon grand frère, Onero Bob le Fou, Serge Christian, a un peu empiété en fait les questions que je voulais vous poser, mais je voulais aller en fait un peu plus en profondeur. Dans une interview précédente, vous aviez fait comprendre que le gouvernement en général se finance grâce à la manne pétrolière qu'il reçoit de façon trimestrielle. Et coïncidence ou pas, nous apprenons qu'ils veulent effectuer leur élection au mois de mars. Donc nous comprenons bien que c'est parce qu'ils ne recevront pas d'argent venant de la communauté internationale, mais qu'en mars, ils recevront les premiers chèques liés à la manne pétrolière. Donc, si, et c'est ce qui va certainement se passer, ils feront un forcing, ils iront aux élections. Donc, de façon concrète, qu'est-ce que préconise le professeur Albert Ondo Ossa face à l'élection qu'ils vont organiser, qu'ils vont certainement bidouiller pour l'emporter? Donc, voilà le premier volet de la question. Ensuite, une autre question qui n'a pas été abordée, c'est quel est votre point de vue concernant la commission Justice, Vérité et Réconciliation, qui est une commission qui est fouille, qui est volontairement sabordée, tant par le CTRI que par des membres de l'ancienne opposition qui fut en leur temps pédégiste, hein, parce qu'aujourd'hui on s'accorde, comme je vous l'ai dit, tous s'accordent à faire en sorte que cette commission ne voit pas le jour, et ça me permet de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui vous ont soutenu de façon massive au cours des dernières élections, mais qui ont été précédemment victimes de torture. Beaucoup ont pris leur courage à deux mains, comme vous avez pris vos responsabilités et qui êtes au Gabon. Beaucoup ont pris leur courage à deux mains et ont décidé de porter plainte à ces bourreaux dont beaucoup sont aujourd'hui aux affaires. Est-ce que vous seriez prêt à donner de votre personne, à les soutenir publiquement et pourquoi pas par votre présence au niveau du palais de justice de Libreville? Et pour finir, la dernière question, attendez que je relise rapidement mon papier. Ouais. Excusez-moi 2 secondes, je relis rapidement mon papier. Voilà, je crois que, oui, voilà, je crois qu'en fait j'ai synthétisé les 6 questions que j'avais en ça. Donc, je vous remercie. Bien. C'est des préoccupations fortes qui reviennent à chaque fois et qui me prouvent que ces préoccupations-là sont véritablement celles de la majorité des Gabonais. Et ces préoccupations finissent en inquiétude. Et l'assurance que vous leur donnez ne suffit pas.
À propos de l'élection, il force. Oui. Pour le moment, je me contente de l'alerte. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et signe commence à venir de la communauté internationale. C'est les sanctions dont nous faisons l'objet. Et ils disent, vous avez dit, M. Rigo, à juste titre, que ils pourront recourir effectivement au premier chef pétrolier. Mais je vous apprends que notre pétrole a déjà été suffisamment gagé. Cela veut dire que si on fait un audit, le Gabon a déjà dévoré ses recettes pétrolières pour les 2 prochaines années. Alors, nous en sommes là. Et que ce ne sera pas facile. Parce que si la communauté internationale a commencé par fermer les vannes, les grandes entreprises s'entendent avec cette communauté internationale. Et c'est sûr que les revenus pétroliers qu'ils espèrent, ils ne pourront pas les avoir. Maintenant, cela n'évacue pas totalement la question. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a des moyens politiques, il y a des moyens démocratiques. Comment les pays ont-ils fait pour évacuer les dictatures? Comment? Dès lors qu'on mobilise un peuple et qu'on donne des vrais mots d'ordre parce que vous êtes en accord avec le peuple et que le peuple est capable de les respecter, c'est comme ça que les démocraties sont évacuées. Bien évidemment, je reviendrai sur quelque chose. En 90, Bongo va habiter, Bongo père, il fait un discours, il dit que tant qu'il sera en vie, il n'y aura jamais de multipartisme au Gabon. Allons-y à l'histoire. Comment le multipartisme est-il né? Bongo a tenu parole. Je pense qu'il ne s'est même pas écoulé 3 mois. Il convoquait la conférence nationale et on rentrait dans le multipartisme. Il en sera ainsi d'Oligui. Ces élections n'auront pas lieu tel qu'il le pense. Alors donc, véritablement, c'est une réflexion de tous les jours. C'est une réflexion qui se fait. Et le relais a déjà été pris par l'international. Les élections, Oligui n'aura pas les moyens de les organiser. Et s'il force, effectivement, il trouvera ce qu'il cherche. Maintenant, nous passons à la deuxième question. La commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je crois que dans une de mes conférences de presse, je l'ai souligné parce que je l'avais déjà évoqué en 2015 lorsque j'ai présidé le forum de la société civile. C'est la condition sine qua non pour la réconciliation de notre pays. On ne peut pas faire sans. Elle va se faire. Elle se fera assurément, que les PDG le veuillent ou non, qu'Oligui les veuille ou non, elle se fera. Parce que eux, ils ne seront pas là quand elle se fera. Alors donc, c'est le principe même. Maintenant, ceux qui ont porté plainte. Moi, en ces choses-là, je n'aime pas beaucoup le sensationnel. Aller devant le tribunal, c'est un soutien, mais ce soutien-là, c'est non seulement du factuel, mais c'est du superficiel. Il y a d'autres moyens par lesquels on peut soutenir ce type d'action. Je suis impliqué parce que un jeune pasteur qui a mis les pancartes de Nossa devant se retrouve en prison aujourd'hui et torturé. C'est une situation très, très grave. Il est très jeune.
Ce n'est pas possible. La torture n'existe pas, elle a été abolie. Tous les textes des Nations Unies, de l'Union africaine abolissent la torture. Ce qui veut dire que pour moi, je ne veux pas être très grave, mais le CTRI, ce qui les attend, c'est soit la haie, soit la prison. Parce que tout ce qu'ils posent comme acte, ça rentre dans le pénal. Et quand je dis le pénal, il n'y a pas de prescription en pénal. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que lorsqu'on est en pénal, même 20 ans, 30 ans après, on a fini par juger les coupables de la Banque mondiale. Donc, le CTRI n'a qu'à faire attention. Leurs enfants, leurs petits-enfants ne s'en sortiront pas. C'est du pénal. Tout ce qu'ils font là, c'est du pénal. Ou eux-mêmes, ils terminent à la haie, ou alors, effectivement, leurs petits-enfants, tout ce qu'ils auront amassé, ça ne tiendra pas. Mais nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Et je ne fais que les prévenir. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Venez remettre le pouvoir et rentrer dans vos casernes. Comme cela, il existe ce qu'on appelle la raison d'État. C'est pas un texte qui absout. Parce que en pénal, aucun texte ne peut vous absoudre. Même 30 ans après, on vous juge. Vous prenez les sous de l'État, vous les donnez au CTRI qui est machin. Non, ce n'est pas possible. Même 30 ans après, on vous poursuit. Et ce n'est pas un petit texte pris dans des conditions scabreuses qui permettra de mettre ça de côté. Moi, j'attire leur attention sur le fait que il est temps qu'ils négocient. Tout ça rentre dans un package de négociations pour que nous reconstruisions notre pays, pas pour nous, mais pour les jeunes, les moins jeunes, et pour l'avenir de notre pays. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Merci pour ces questions qui me permettent de revenir, parce que apparemment, dans des circonstances passées, je ne voulais pas insister sur certaines choses qui sont graves. Je ne voulais pas insister. Mais au fur et à mesure, on trouve la manière de les dire pour dire que le CTRI, ils sont dans une situation très très difficile. Je ne sais pas si eux-mêmes se rendent compte. Ils ne peuvent pas forcer pendant longtemps. La haie les prendra. Ça, s'il continue, la haie les prendra. Je crois que je suis clair de ce point de vue. Très bien. Bah, écoutez, il y a tellement de questions qui montent, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Ça fait 3 heures de temps. On est là depuis 21 heures. Il est minuit. On va pas abuser du temps du président Ndosa. Il y a malheureusement monsieur Yaal qui n'a pas pu poser de questions. Daryl également, il n'a pas pu poser de questions. Mais vraiment, l'heure ne nous permet pas. Donc, je vais donner la parole à monsieur, à monsieur Ndosa, président élu du Gabon. Je vais donner la parole pour qu'il ait la possibilité de nous dire son mot de fin et on va le libérer. Et il se fait quand même tard. Je vous remercie pour m'avoir ouvert vos antennes. Je sais et je suis conscient. Nous étions à 2100 personnes connectées. Ah. Je vous remercie de m'avoir ouvert vos antennes. Et je dois dire que 3 heures, je reconnais, c'est insuffisant. Parce que la jeunesse est préoccupée. C'est des questions qui doivent vous préoccuper parce que c'est vous le Gabon de demain. Alors, j'ai essayé, tant bien que mal, de répondre à certaines questions. J'ai essayé de répondre à des sujets de grande gravité, obéissant à ma morale, obéissant aux règles d'éthique. Mais je dois dire que la situation du Gabon nous dépasse. Il ne faut pas que nous perdions de vue, nous perdions notre maîtrise.
Mais ce qui compte à un moment donné, c'est pas le volume des problèmes, mais c'est la manière de les résoudre. Et tous, nous devons réfléchir à la manière de résoudre nos problèmes entre nous. Personne ne fera le développement du Gabon en dehors de nous. C'est nous qui devons donner l'orientation. J'essaie d'avoir certaines idées, je vous sais gré de pouvoir compter à l'avenir sur vos critiques. Parce que je ne suis pas Dieu le Père, je peux me tromper. Je ne vous en tiendrai jamais rigueur. La seule chose que je récuse, c'est l'insulte. Non. Mais quand une observation est faite, je l'accueille avec sourire. Parce que je sais que une remarque pertinente me permet moi de me corriger. Parce que tout ce que je fais, c'est pas pour moi. C'est pour le Gabon de demain. C'est pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est pour les Gabonais de demain. Donc, je dois regarder l'avenir. Et c'est vous qui représentez l'avenir. Je suis très sensible à ce que vous dites. Je remercie véritablement, princesse, de m'avoir invité. Alors les gens se posaient des questions, est-ce que je viendrai à Tic-Tac? Oui, pourquoi pas. Même dans la boue, je descendrai pour sauver le Gabon. Parce que c'est un sacerdoce. Oui, j'essaye de répondre. Je n'ai pas évité vos questions. C'est vos questions qui me permettent de me mettre sur le droit chemin et de voir à quel point je suis en accord avec le peuple. Parce que le peuple, c'est vous, c'est votre âge. Les autres, ils sont recroquevillés sur leur passé. Ils veulent remettre en place un système dépassé. Mais l'avenir, c'est demain, c'est vous. Voilà pourquoi je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Et je vous dis de ne pas lâcher. Et je prends l'engagement. Je vous le dis encore ce soir. Si vous ne lâchez pas, je ne lâcherai pas. Parce que toute ma vie, c'est que j'ai toujours eu peur de me regarder dans une glace et de ne pas me reconnaître. Je serai avec vous. Si vous tenez, je tiendrai. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup.